on a présenté Ralph et Franck. Je voudrais vous présenter Anna Notariani, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Et je vais la présenter comme on présente un homme d'habitude. Je vais commencer par tes diplômes. Alors, parce que si, il faut quand même le dire. Donc, tu es diplômée en biochimie agroalimentaire et industrielle du Conservatoire national des arts et métiers. Tu es diplômée de l'École supérieure du commerce de Paris et tu as en plus un executive MBA d'HEC. Voilà. On peut t'applaudir pour ça aussi. Hein. Donc, tu es présidente de Sodexo France depuis octobre 2015. Auparavant, tu étais directrice générale de la division Avantages et Récompenses pendant 5 ans. Tu as été aussi directrice générale de la division Services à la personne et directrice générale de la division médico-sociale de Sodexo avec des PNL de plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà, donc pour te présenter, toi, sur cette table ronde. Alain Neumarck, qui est directeur général de Mauboussin. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes diplômé de Sup de Rouen, vous avez un doctorat de gestion de Paris-Dauphine et vous avez enseigné le marketing à HEC pendant 6 ans. Et puis ensuite, vous avez basculé dans un autre univers, celui du luxe, et vous avez rejoint les grandes maisons de mode masculine. Vous avez dirigé Yves Saint Laurent Homme pendant quelques années, puis Kenzo, Courrèges, et vous avez participé à la création de l'Institut français de la mode aux côtés de Pierre Berger. Et depuis début 2002, vous avez rejoint Dominique Frémont, qui est le nouveau propriétaire de Mauboussin, en tant que directeur général. Merci beaucoup d'être avec nous. Corinne Cuisinier. Corinne, tu es normalienne et ingénieure de l'école des mines. Tu es aussi vice-présidente du bureau parisien de Jump. Tu nous as rejoint il n'y a pas très longtemps. Et après 34 ans passés au sein de compagnies industrielles de production de matières premières, notamment Péchinet et Sibelco, dans diverses fonctions, logistique, achat, enfin des fonctions en tant que directrice commerciale, directrice de pays. Tu es depuis 2006 la secrétaire générale de Grandes Écoles au féminin et c'est à ce titre-là que tu interviens sur notre table ronde. Je te remercie beaucoup. Donc merci à vous tous. Alors pour lancer le débat, Franck, puisque vous nous avez dit quel était l'engagement du groupe Accor autour de ce sujet, vous pensez que ce pouvoir à l'ancienne, ce pouvoir hiérarchique dont on subit encore, j'allais dire, les affres, est en train d'être dépassé aujourd'hui. Et pourquoi et comment ce changement bénéficie aux femmes, vous pensez ? Alors, je pense il y a 2 enseignements, 2 choses fondamentales à retenir. D'abord, merci beaucoup, Ralph, pour tout ce que vous nous avez dit. Ça devrait être posté sur YouTube, vu par tout le monde en France et dans le monde, vraiment, je le recommande vraiment. Donc j'espère que cette séquence a été prise. Tout est filmé. Et que vous allez tout poster sur les réseaux sociaux. Puis il y avait une d'un magazine, je ne fais pas de pub, mais Le Point, vous avez peut-être vu ce week-end, qui disait « Sont-ils tous dépassés ?» Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce magazine. Effectivement, ça ne nous a pas échappé qu'on est dans un monde nouveau, qui de très hiérarchique, très top-down, très structuré, est passé à éclater en réseau pyramidal. On parle d'agilité dans toutes nos organisations. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, qui se passe et qui dépasse notre strict sujet du jour et qui a un rapport à cette quête de sens. On veut tous du sens dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que nos grands groupes, s'ils ne vont pas proposer cette quête de sens aux hommes et aux femmes nouvellement embauchés, eh bien, ils se feront juste complètement dépasser pour aller créer son business dans une start-up. Donc tout ça, ça a changé. On a un président qui a été élu à moins de 40 ans, une assemblée à l'Assemblée nationale qui n'a jamais compté autant de femmes. Donc oui, quelque chose se passe et c'est une très bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que ça change concrètement sur le pouvoir et l'exercice du pouvoir ? Je pense que ça change 2 choses fondamentales. La première chose, c'est que le pouvoir était vraiment unique et il passe protéiforme. Avant, vous aviez le pouvoir parce que vous étiez à la tête d'une organisation, le boss numéro 1, capitaine, colonel, peu importe les organisations et les endroits, mais il était unique ce pouvoir. Aujourd'hui, il est complètement protéiforme, partagé, et il est lié à l'influence que vous avez, à cette détention de l'information, mais cette détention de l'information, grâce au digital en particulier, elle n'est plus l'apanage du boss qui est tout là-haut. Et ceux qui pensent encore que être un bon boss, c'est détenir l'information de façon exclusive,
n'ont, je pense, rien compris en 2018. Donc première chose qui change quant à l'exercice du pouvoir, c'est que cette influence, capacité à détenir de l'information, elle est partagée. Et puis la deuxième chose, c'est que avant, seule votre position suffisait. Et donc vous aviez dit ce que vous faisiez, et là, ça s'arrêtait, on passait au sujet d'après. Donc c'était une condition qui était une condition suffisante. Aujourd'hui, c'est simplement une condition nécessaire. Le pouvoir, c'est simplement d'être dans une position pour pouvoir enclencher de l'action, motiver autour de projets, autour de sens, autour de valeurs des équipes, leur expliquer le sens, leur expliquer la direction. Et c'est ça qui change complètement. Donc on est passé de unique à protéiforme, et puis d'une condition suffisante à une condition nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça change fondamentalement quant à l'exercice du pouvoir, tout ça, selon moi ? Je lisais une statistique, enfin une quote d'un membre du directoire d'un groupe bancaire dont je tairai le nom, qui disait, quand il s'agit d'un projet, de mettre en place des gens sur un projet, vous allez trouver chez les hommes 100% de motivation, même s'ils n'ont que 50% des compétences, 100% de motivation, même s'ils n'ont que 50% des compétences, alors que chez les femmes, elles vont d'abord me parler des 80% de compétences qu'elles ont et du problème que ça leur pose. Et donc, cet élément-là, en fait, la bonne nouvelle quant à cette perception qu'ont les femmes sur leur capacité à exercer le pouvoir, c'est que ça change complètement, puisque dans ce monde digital de millénial, eh bien, on est beaucoup plus orienté dans cette quête, ce sens de l'action, que dans ce combat de coq, comme on l'a tous vécu, comme on le vit encore et qui a caractérisé nos organisations. Et donc je pense que ça, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'on est dans des exercices du pouvoir beaucoup moins individuels, beaucoup plus constructifs, beaucoup plus inclusifs. Et au final, digital, millennial, etc., je pense que tout ça se rapporte beaucoup plus de valeurs, de traits de caractère féminins. Et donc c'est une bonne nouvelle, en tout cas c'est une grosse différence. Une grosse différence. Alors, quand on parle, c'est ça qui est intéressant, de quoi on parle quand on parle de nature du pouvoir ? Corinne, Grandes Écoles au féminin, vous venez donc de faire une nouvelle enquête sur la nature du pouvoir et vous avez les premiers résultats qualitatifs à ce stade sur ce sujet. Comment vous définissez alors cette nature du pouvoir et comment votre panel a répondu à cette question ? Donc effectivement, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs formes de pouvoir qui ont été identifiées. Le pouvoir classique lié à l'autorité, l'argent, le nombre de personnes encadrées, les chiffres d'affaires, etc. Pouvoir assez dur, top-down, hein, c'est hiérarchique. Le pouvoir de faire bouger les lignes, qui a été identifié comme important, qu'on pourrait parler de pouvoir politique au sens noble du terme, originel, hein, disons. Et puis il y a aussi le pouvoir lié à la liberté, qui a été considéré dans le panel du Cali comme quelque chose d'important. Le pouvoir d'influence, d'entraînement, hein, celui de développer les compétences de ses collaborateurs, considéré par certains comme un élément effectivement important. Et puis l'expertise, qui est une forme de pouvoir, puisqu'on devient indispensable quand on est un expert. Et en fait, quand on regarde ça, on peut parler de deux formes de pouvoir. Il y a avoir du pouvoir et avoir le pouvoir. Et ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats du quantique, c'est en cours, mais les femmes ont du pouvoir. Je ne crois pas qu'elles aient encore accès à le pouvoir. Merci. Alors Anna, toi, dans ta position en tant que présidente de Sodexo France, tu as le pouvoir, tu es une femme de pouvoir, on va le découvrir, mais penses-tu, toi, que l'appréhension du pouvoir est différente de celle des hommes qui t'entourent quand on est une femme ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci d'avoir organisé une séance sur ce thème, parce qu'on a souvent une certaine pudeur, finalement, nous, les femmes, à parler justement de notre relation au pouvoir, comme si c'était un peu tabou. Donc, moi, ce que je pense quand même, et c'est mon expérience,
donc c'est forcément relatif. Je pense que la racine finalement du pouvoir, c'est-à-dire ce qui est à l'origine, la détermination, l'effort, la vision, c'est-à-dire vouloir influencer. Je pense que ça, c'est un basique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui exercent des responsabilités et exercent des fonctions où elles ont du pouvoir partagent cette énergie. Je sens pas de grande différence entre ce que je peux être, la façon dont j'ai ce rapport au pouvoir et celui des hommes. Je pense que toute communication est une tentative d'influence. Et forcément, il faut pouvoir répondre à le sens. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un impact sur des conditions, sur un projet, sur un collectif? Et donc pour moi, la question qui est très importante, c'est pourquoi, c'est plus important que comment. Et peut-être que dans les années antérieures, le pouvoir était plus statutaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc je rejoins beaucoup de commentaires qui ont été faits. Il y a des choses qui sont en mutation profonde sur la nature de comment exercer le pouvoir. Et donc peut-être qu'avant c'était plus statutaire, donc on répondait plus facilement à la question de comment aller d'un point A à un point B, alors que maintenant il faut, à mon avis, répondre plus à la question du pourquoi. Pourquoi bouger? Pourquoi changer? Pourquoi transformer l'entreprise? Et donc c'est une question de leadership. Pour moi, l'autorité, c'est quand on accepte de vous suivre. Alors que peut-être dans le passé, l'autorité, c'était quand on acceptait de vous obéir. Et donc il y a beaucoup de nuances, mais fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas de différence de fond entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là. La différence que je vois, que j'observe, et peut-être qu'elle s'atténuera dans le temps, c'est une question de style. Et donc c'est la façon dont on arrive au résultat qui peut être peut-être parfois dans certains cas différente entre les hommes et les femmes, et encore pas systématiquement. C'est très difficile de définir des lois générales en fait, puisque finalement la personnalité des dirigeants est très importante à la fois dans le fond et à la fois dans la forme. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire un peu pour répondre à cette question. Merci Anna. On y reviendra après, notamment sur le rapport de force que l'on peut avoir dans le pouvoir. Et alors Alain, quand on a préparé cette table ronde ensemble, vous nous avez raconté votre histoire personnelle et familiale notamment, qui a construit votre rapport au pouvoir de manière atypique. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qui vous a amené à pouvoir développer justement toute cette carrière dans ce milieu qui est le vôtre aujourd'hui? C'est difficile d'être au milieu de vous toutes aujourd'hui, avec comme seule particularité d'avoir été un grand témoin. En fait, je suis né dans la presque immédiate après Seconde Guerre mondiale, dans une famille décimée et où j'avais la particularité d'avoir comme mère une mère qui avait fini la guerre dans les maquis FTP d'Auvergne. Mon père, lui, étant à l'époque en Stalag en Allemagne. Ma mère était en quelque sorte une espèce de révoltée parce que dans la France d'après-guerre, après avoir connu la guerre, se retrouver dans une position où, rappelons-nous, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas avoir d'autonomie financière, pas de chéquier, et en fait, clairement, une société extrêmement patriarcale. C'était un sujet dans une famille qui était une famille assez ancrée à gauche. Sans grands moyens, où il fallait se reconstruire et où moi j'ai été élevé principalement par ma mère et ma grand-mère et c'est vrai que si au fond je m'en suis sorti, c'est grâce à l'école républicaine, en n'étant pas un héritier, et je dis couramment que j'ai mis 25 ans à passer de la place des Bourguignons à Asnières à la place Vendôme et qu'il a fallu l'arracher avec les dents. Cette expérience est une expérience particulière parce que la ségrégation vis-à-vis des femmes, je l'ai vécue au fond au milieu d'une
conscience que j'avais que nous étions à l'époque une infime minorité de cette partie peu fortunée de la population à pouvoir accéder à l'école et à pouvoir accéder éventuellement à une hypothèse de pouvoir. Et au fond, j'ai essayé de me poser les questions fondamentales de savoir pourquoi il y avait un tel handicap. Il n'y avait pas simplement le handicap de l'argent, il y avait le handicap de la culture. Dans des familles sans moyens, on n'avait absolument pas les clés pour savoir quel était le chemin. Alors évidemment, parmi ces familles, il y en a qui ont permis à certains de s'en sortir. Et puis quand on a finalement eu la possibilité de faire, entre guillemets, des écoles, ensuite on n'avait pas les réseaux. On n'avait pas les réseaux. Et dans la société française de la seconde partie du XXe siècle et du début du XXIe siècle, ne nous trompons pas, nous sommes dans un système de capitalisme parfaitement sauvage. Les règles de partage du pouvoir, le partage du pouvoir, c'est d'abord celui qui l'a dans la main, qui le délègue. Et la vraie question, alors c'est pour ça que je suis très réluctant sur la discrimination, qu'elle soit positive ou négative, parce qu'au fond, elle ne remplace pas le fait que l'on doive s'apercevoir que c'est une discrimination. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes des citoyens dans la cité. Et dans cette cité, nous devons tous revendiquer l'égalité. L'égalité, il n'y a aucune espèce de raison d'accepter que pour quelque raison que ce soit, certains aient la possibilité de rêver et d'autres pas. Le rêve doit être permis à tous, le pouvoir doit être permis à tous, parce que personne n'a le droit de nous nier ce pouvoir. Alors justement, c'est ce rapport de force. Vous dites, bon, je suis allée chercher, moi, pendant 25 ans, la position que j'ai aujourd'hui avec les dents. Anna, est-ce que tu as le sentiment, toi, de te battre plus que les hommes dans cet accès au pouvoir, dans toute ta carrière? Et est-ce que tu penses que les femmes exercent le pouvoir, tu le disais tout à l'heure, différemment des hommes? Et comment tu le perçois? Et comment tu perçois cette différence? D'abord, je me retrouve beaucoup dans ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est quelque part, c'est toujours plus dur pour les autres quand on est quelque part un peu atypique. C'est-à-dire si on est une femme et qu'on est dans un milieu, on évolue dans un milieu d'hommes, au démarrage, c'est forcément plus dur. Il faut se battre plus. Si on a un handicap, mais quel que soit l'handicap qu'on peut avoir d'origine, de milieux sociaux, culturels, d'école, de genre, etc., c'est toujours plus dur. Voilà, donc moi j'ai l'habitude de dire je ne suis pas une battante, je suis une combattante. Pourquoi ? Parce que dans ma pratique professionnelle, et ceci depuis plus de 30 ans maintenant, je mène des combats. Donc je ne suis pas habillée en guerrière, je n'ai pas les attributs de la guerrière, mais dans mon travail, il y a beaucoup de combats à mener. Des combats contre la concurrence, des combats pour faire arrêter une grève, des combats pour faire grandir les collaborateurs, des combats pour un projet, des combats pour transformer l'entreprise. Donc il faut bien comprendre que c'est une histoire d'énergie. Hein, c'est une histoire de combat, voilà. Et moi, en disant cela, j'ai pas l'impression, comment dire, que je prends quelque chose aux autres. Je dis simplement que lorsque on veut et on est animé par quelque chose qui vous dépasse, qu'on appelle classiquement une ambition, eh bien, il ne faut pas avoir honte. Ce qui compte, c'est finalement, par rapport à soi, qu'est-ce qu'on veut faire de cette ambition, hein ? Et c'est ça qui est le plus important. On veut faire quoi ? On veut transformer. Pourquoi ? On veut faire grandir. Voilà, donc il faut se questionner aujourd'hui sur cette énergie qui vient du fond de soi-même, qui vous amène toujours à vous dépasser, qui vous amène toujours à en vouloir plus que les autres. Donc, il faut être capable d'en supporter plus que les autres. Voilà. Il y a un système de contrepartie. La vie est faite comme ça, et donc c'est normal qu'on crée des conditions. Mon travail, c'est de créer des conditions pour que le collectif puisse devenir efficace, puisse prendre en main son destin finalement. Et c'est ça qui a fondamentalement changé, c'est cette aspiration que les personnes ont, les citoyens et les citoyennes ont aujourd'hui, et pas que les jeunes, de prendre en main
leur destin. Voilà. Donc moi, j'ai jamais eu peur des résistances au changement. Parce que je pense que c'est une chance pour les dirigeants, les résistances au changement. Parce que ça nous oblige à être meilleurs. Voilà. Si on veut changer, si on veut faire qu'un collectif aille d'un point A à un point B, eh bien, il faut expliquer pourquoi, comment, il faut amener les personnes elles-mêmes à se projeter. Voilà. Donc c'est normal d'avoir de l'exigence. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important de le souligner. Et puis, je dirais oui, je pense que les femmes, dans cet environnement qui est en train de changer, ont des atouts formidables. Pourquoi ? Parce que, en fait, très souvent, il y avait cette question de la légitimité qui a toujours été fondamentalement plus accrue pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Et donc, du coup, ça vous oblige, quoi que vous fassiez, quel que soit votre travail, ça vous oblige à être plus dans le perfectionnisme parce que voilà, c'est votre parcours, c'est un peu, il faut vous battre. Et donc, du coup, eh bien, finalement, les femmes ont des qualités aujourd'hui que je ressens être complètement en adéquation avec le modèle managérial qui est en train de changer profondément. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. En tout cas, c'est souhaitable qu'on continue à transformer. Et donc, elles ont, je pense, des atouts qui sont... D'abord, elles sont fondamentalement dans les compétences et ça les a préparées à prendre des risques de façon un peu plus pondérée que parfois, on l'a vu dans le passé, et on voit encore certains hommes qui se font trop confiance finalement. Donc du coup, ça devient le fait que souvent les femmes, on dit souvent, manquent un peu de confiance en elles suréquipent, elles surinvestissent, et bien, du coup, ça devient un atout. Je pense que c'est un atout d'être prédictif, de se dire finalement est-ce que je vais engager l'entreprise et comment pour minimiser les risques. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu parles tout à l'heure des souhaits ou de changements en tout cas, et de ce modèle de management et de leadership qui est en train de se transformer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements profonds dans les modes d'exercice du pouvoir. Et juste pour compléter le propos que tu avais sur l'enquête de grandes écoles au féminin, on a vu effectivement des choses apparaître qui sont assez étonnantes. Alors effectivement, d'abord merci pour ce témoignage, mais personnellement je pense quand même qu'il n'y a pas vraiment de raison que les femmes aient une double peine. Le travail, je dirais, nécessaire pour effectivement accéder à des postes de responsabilité, qui est le même qui devrait être le même pour un homme et pour une femme, mais la femme, elle doit en plus surmonter tous les stéréotypes, tous les préjugés qui lui sont accolés en termes de temps de travail, de pseudo-disponibilité, etc. Donc là-dessus, je suis plus nuancée. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamentalement pas tout à fait normal dans le fonctionnement actuel. Alors effectivement, pas l'étude qui est en cours, mais une précédente étude de grandes écoles et féminins qui avait interrogé sur le leadership. C'est quoi le leadership aujourd'hui et y a-t-il effectivement un changement dans le leadership ? Alors, les diplômés, hommes et femmes, disent à peu près la même chose. Ils ont un diagnostic assez critique sur le mode d'accès et d'exercice du pouvoir actuel. Puisqu'ils disent que les dirigeants sont sélectionnés, alors cités en numéro 1, loin devant tout le reste, sont sélectionnés par et pour leur réseau relationnel. Alors ça fait référence à ce que disait tout à l'heure Isabella, si le réseau relationnel des femmes est inférieur à celui des hommes, c'est problématique. Par leur capacité à relayer les demandes de l'actionnaire, cité en numéro 2, par leur capacité à savoir manœuvrer, gérer l'ambiguïté, les contradictions, leur capacité à être durs pour atteindre les résultats. Et en tout dernier, en bas de la liste, il y a pour ce qu'ils ont fait précédemment quand ils ont eu des réussites et pour leur créativité. Donc c'est vrai que ça interroge un petit peu. Et quand on interroge ces mêmes diplômés pour leur demander quel est le dirigeant idéal, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que les dirigeants devraient être, ils répondent il doit savoir piloter le long terme, motiver ses collaborateurs, être visionnaire,
prendre des décisions, être exemplaire, créer les conditions de l'innovation, savoir saisir les opportunités, piloter le changement et connaître le terrain. Toutes choses qui ne sont pas en fait dans les critères de sélection actuels des dirigeants. Donc il y a une espèce de grand écart qui interroge. Et là-dessus, il y a un vrai diagnostic qui est commun en fait entre les hommes et les femmes sur le fait que on est dans un monde qui doit basculer, parce que si on reste dans le modèle antérieur, on ne sera pas créatif, on va pas. Et là-dessus, effectivement, il y avait une très très large majorité, presque unanimité, pour dire que un des moyens d'y arriver, c'est d'intégrer effectivement des femmes dans ces postes de responsabilité de façon à ce qu'elles amènent du nouveau. C'est pas forcément parce qu'elles sont des femmes en tant que femmes, mais c'est plutôt parce qu'elles vont amener de la nouveauté, comme la diversité amène de la nouveauté, et ça devient vraiment, dans le monde d'aujourd'hui, absolument indispensable. Merci Corinne. Alors du coup, Franck, chez Accor Hotel, vous avez beaucoup travaillé sur le pipeline. On disait tout à l'heure que vous étiez à l'initiative des Shadow Comex, que vous appelez ComWhy maintenant, c'est ça? Si j'ai bien tout suivi. Et donc, comment vous vous préparez à ça et comment votre organisation permet aux femmes d'accéder au pouvoir chez Accor Hotel? Mais ce qui ressort de ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, et je suis assez d'accord avec ça, on peut dire les femmes sont des hommes avec un grand H comme les autres. Il faut favoriser cette diversité, c'est bien quand on la vit, quand on l'expérimente. N'empêche que, par cet accès au pouvoir, par cette sortie des études, par ce que j'ai appelé un peu ce legacy, cette espèce de procès interne en légitimité, ce fait historique du point de vue de la place de la femme dans les organes de direction, il y a quand même encore un grand écart entre ce dont tous, dans notre âme, on se dit ça c'est bon, et la réalité des choses. Donc en fait, il faut quand même, et j'en suis persuadé, toujours forcer le mouvement. Et c'est cette pente dans la décapotable d'Isabella, dans la décapotable rose, là, il faut toujours forcer le mouvement parce que tant qu'on n'est pas sur une pente descendante, ça ne va pas le faire. Et naturellement, on a plutôt tendance à reproduire ce qui existe, à reproduire ce qui est autour de vous, votre bain naturel. Donc il faut le forcer. C'est pour ça qu'on a donc le mouvement WAG au sein d'Accor Hotel, qu'on se dit, vous allez prendre un job de directeur d'hôtel. Un directeur d'hôtel comme ici, vous dites directeur, un hôtel, ça vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous dites, ah non, ça c'est compliqué. Oui. On va proposer des postes aux femmes, mais pas ceux-là, parce que ça c'est compliqué, il va falloir être là tout le temps. Résultat, on a aujourd'hui en Europe 34% de nos directrices d'hôtels, donc des 2800 hôtels qu'on a en Europe, 34% des directrices d'hôtels, des directeurs d'hôtels qui sont des directrices d'hôtels. Et c'est très bien, ça augmente d'1 à 2 points chaque année. Et vous savez quoi, ces hôtels-là se portent aussi bien, sinon mieux, que les autres, parce que ça apporte ce nouveau regard, c'est-à-dire qu'on prend un pas de recul. Et au-delà de ce job de directeur d'hôtel, il faut forcer des choses comme ce fameux anytime, anywhere, que personnellement je condamne. Anytime, anywhere, qui va contre des contraintes féminines qui sont... en fait, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on a beau se partager les tâches domestiques, de plus en plus, là c'est plutôt un phénomène de génération, en tout cas, personnellement je pense. Malgré tout, je crois que statistiquement, les femmes aujourd'hui encore passent 2 fois plus de temps que leurs conjoints aux tâches domestiques. Donc ce anytime, anywhere, il est juste pas compatible avec cette espèce de double fardeau, job, vie professionnelle plus vie personnelle pour les femmes. Donc il faut forcer la fin du anytime, anywhere, sinon ça ne marchera pas. Et donc il faut casser comme ça des barrières, des idées préconçues. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai peut-être vécu un truc assez unique ici, je pense, c'est que en étant convaincu de la chose, quand j'étais CEO de Thalys, j'ai eu à renouveler mes membres du comité de direction. Et donc, au départ, on était 3 femmes sur 7 membres du comité de direction. Puis, quelqu'un est parti, donc j'ai nommé une femme. Puis, quelqu'un est parti, j'ai nommé une femme. On était donc dans un comité de direction de 7, avec 5 femmes, 2 hommes, dont ma pomme. Et là, pour le coup, je trouvais que la diversité n'était plus respectée, et donc peu de gens ont eu, je pense, cette expérience un peu inverse à celle qu'on connaît tous les jours, mais je trouve qu'à la fin, ce qui compte, c'est cette diversité, la variété des profils, des avis, et donc ce 5 sur 7,
les 5 en l'occurrence me disaient non, on a passé un point d'équilibre aussi quand on est arrivé à ce déséquilibre-là. Mais je pense qu'on a encore un peu de marge. Ouais. C'est ça. En fait, il faut qu'on travaille plus à avoir des déséquilibres dans les écomex. Donc, la reproduction des élites et le fait justement de devoir éventuellement sacrifier des choses dans sa vie personnelle. Anna, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes qui sont présentes aujourd'hui voilà, sur le fait d'être ambitieuse et de vouloir justement pouvoir saisir ce pouvoir en étant une combattante, et pourquoi pas une combattante au féminin, en fait? Alors, juste, si je peux me permettre, chez Sodexo, on a fait une étude, une très très grande étude interne sur l'impact de la mixité entre hommes-femmes, et demain on fera de façon plus générale sur d'autres caractéristiques. Et on s'est rendu compte qu'entre 40 et 60%, quand les équipes sont mixtes, entre 40 et 60%, on obtient de meilleurs résultats, à la fois financiers, mais aussi en notoriété, en marque, etc. Donc, c'était juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Nous, on est vraiment convaincus, parce qu'on a des éléments maintenant tangibles de preuve, en tout cas sur l'organisation et dans 80 pays. C'est vraiment une tendance qu'on a constatée partout. Donc, juste pour reprendre que, pour moi, la voie royale pour les entreprises, pour faire face à la créativité, comme vous le disiez, pour faire face aux défis, c'est la mixité. Voilà, pour moi, c'est vraiment une conviction profonde et étayée par les résultats de cette étude. Et donc, pour répondre à la question plus précisément, moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a plus de 30 ans, tout était suspect quand on était une femme. Et bien sûr que tous ces stéréotypes n'ont pas complètement disparu, je vous rejoins complètement. Mais très vite, j'ai compris que lorsque on parlait de carrière et qu'on était une femme, l'entourage, pas simplement, même dans la famille, c'est général, c'est vraiment le poids que fait peser la société, c'est subliminal, tout est suspect. C'est-à-dire, on a des enfants, c'est suspect parce que du coup, on se dit, finalement, comment on peut faire concilier carrière et enfant. On n'en a pas, c'est suspect parce que forcément, on est une femme étonnante, bizarre. Donc, tout. On est jolie, c'est un problème. On n'est pas jolie, c'est un problème. Enfin, tout était un problème, quoi, finalement. Dès qu'on associait le mot carrière, ambition avec le mot femme, j'avais constaté, donc c'était quand même il y a 30 ans, mais je pense que c'est encore un peu valable, vraiment que, voilà, il fallait pas se faire trop d'illusions. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai pris de la distance. J'ai pris de la distance par rapport à ça et j'ai suivi mon chemin. Donc forcément, en faisant ça, j'ai très certainement fait des choix et je les ai assumés. Et je pense que dans la vie, quand on a la possibilité de suivre son chemin, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a dans son compas à soi, et qu'on a la détermination de vivre sa vie et d'aller là où on pense qu'on doit aller, je pense que quoi qu'il arrive, de toutes les façons, on est plus fort et on est finalement plus heureux. Voilà. Donc moi, j'ai assumé tous mes choix et j'ai pris beaucoup de distance avec le regard des autres. Et donc, forcément, j'ai dit, oui, il y aura une culpabilité, parce qu'on culpabilise beaucoup les femmes. Les femmes ont un rapport avec la culpabilité incroyable. Absolument incroyable. Et donc, du coup, il me semble qu'on vit mieux quand on a décidé qu'on assumerait la petite part de culpabilité qui va avec. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma vie. Donc, c'est difficile de donner des conseils. Il y a un truc que tu fais plus jamais chez toi. Oui, alors, ça a fait beaucoup rire Annick, parce que en fait, je me suis beaucoup reconnue d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ce que tu m'as dit.
En fait, moi, il y a quelque chose que j'ai renoncé à faire. Vous parliez tout à l'heure des tâches ménagères. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, il y ait encore autant d'écart, finalement, entre les hommes et les femmes concernant les tâches ménagères. Et donc, moi, il y a très, très longtemps, j'ai pris le parti pris de ne pas craquer la première. Moi aussi, ça me dérange de ne pas être une femme d'intérieur. Et puis, je suis comme tout le monde. J'adore avoir ma maison propre, etc. Mais je n'ai pas craqué la première. Voilà. Et donc, mon mari... fait autant, sinon plus de tâches ménagères que moi. Voilà un petit peu le secret. Voilà, mais il ne faut pas se culpabiliser. Je crois que moi, j'ai eu dans ma famille des exemples de femmes qui avaient réussi leur carrière. Dans certains cas, une carrière, voire même socialement, entre guillemets, supérieure à celle de leur mari. Et je les voyais toujours se sentir coupables. Quand elles partaient une semaine en déplacement, elles préparaient les repas qu'elles mettaient dans des boîtes pour la semaine, etc. Et moi, j'ai été élevée avec ça et je me disais, mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ce surtravail? Voilà, rends-le autonome. Et j'ai toujours pensé... Voilà, qu'il fallait aussi prendre un peu de recul par rapport à cette culpabilité qu'on s'impose. On se fixe souvent ses propres barrières, on se les fixe soi-même. Et évidemment, ce n'est pas facile parce qu'on a le regard de la société qui pèse, il est invisible, il est tapis dans tous les détails, il faut toujours rendre des comptes, voilà. Alors justement, là, toi, tu parles de ce pouvoir qu'on a sur soi-même pour prendre le pouvoir et décider de prendre ce pouvoir. Alain Neumarck, quand vous avez pris en charge Mauboussin, il y a quelques années, vous nous disiez à quel point, justement, vous étiez respectueux de ce pouvoir que les femmes se donnent, et notamment le pouvoir qu'elles ont de travailler, d'être ambitieuses, de gagner de l'argent, et donc d'avoir du pouvoir économique. Oui, enfin là, on va rentrer dans une analyse sociologique que je faisais quand j'arrivais chez Mauboussin, où la boîte était dans une situation un peu périlleuse, et où moi je constatais qu'à peu près 85% des achats réalisés Place Vendôme étaient réalisés par des hommes. Et moi j'étais complètement convaincu que la société est en train de basculer, c'est-à-dire que mes copines d'école, enfin moi je suis rentré en prep la première année où les filles ont été acceptées en prépa HEC. Donc mes copines d'école ont été ce que j'appellerais la génération des pionnières. Je les ai vues évoluer, grimper, puis j'ai vu leurs filles, et maintenant leurs petites filles d'ailleurs, apparaître, et pour moi la société allait basculer. Et en fait, je me rappelle quand j'ai présenté mon premier plan au propriétaire de Mauboussin, je lui ai dit, bah voilà, il y a 85% des achats faits par des hommes, parce que qu'est-ce que c'est qu'un achat de haute joaillerie? C'est un achat de trophée fait par un homme qui va offrir un autre trophée, et généralement il va s'en servir comme d'un sapin de Noël dans les soirées pour démontrer sa puissance. Et je lui ai dit, je crois, ça ne disparaîtra sûrement pas complètement, mais je pense quand même que ça va beaucoup bouger. Et que de plus en plus de femmes, en tous les cas en France, vont avoir envie de s'acheter leurs bijoux elles-mêmes, et de s'acheter un bijou parce que quelque part, c'est un élément de leur identité. Et c'est une espèce de seconde peau. Et que l'achat de sa seconde peau, on la confie pas à quelqu'un d'autre. Éventuellement, on peut dire à son compagnon, à son mari, ce qu'on a envie de recevoir, mais on préfère avoir le leadership du choix. Et à l'époque, c'était d'autant plus drôle que mon patron était quand même plutôt du côté des acheteurs de trophées. Donc en fait, je pariais sur sa capacité à comprendre le process. Alors effectivement, quand on regarde les choses plus de 15 ans après, on a probablement à la boutique de la rue de la Paix plus de 75% des achats réalisés par des femmes pour elles-mêmes. Et souvent, quand c'est des achats faits par des hommes, ils correspondent à des pré-achats choisis. Mais au fond, moi je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire cette espèce de triptyque qui consiste à la recherche de la légitimité, à peu près toute son existence. Même quand on a le sentiment d'avoir franchi la barrière, on est toujours devant le besoin de se dire, est-ce vraiment légitime? On a toujours le problème de la captation des codes. On n'est jamais très à l'aise avec les codes qui ont été imposés par les autres. Et on ne ressort jamais de ces expériences sans un immense sentiment de culpabilité, y compris par les efforts qu'on a dû conduire pour arriver là où on est arrivé.
Et c'est évidemment le problème aujourd'hui des femmes, mais c'est le problème de tous ceux qui, en fait, regardent la société par en bas et ont la charge de grimper. Et ça, c'est vraiment le vrai problème auquel on est confronté. Merci beaucoup. A last question for you, Ralph. You've said in your speech that this problem was something that we were talking about for 40 years now, and without many changes. Can you tell us what you think will be the most immediate and revolutionary consequence of this sharing of power? Wow. Human progress. I'm fascinated. I have this. I'm still alive, apparently. For those of you who ride bikes or run, a heart rate monitor is one of those things that tells you you're alive, and here it's the microphone. Young people, my son's 26, he's old now. We see generational changes now in 5 years. So 20, 21-year-olds now, listening to our discussion today, would be astonished that we're even bothering to worry about these things, because they've moved on. Our corporate struggles to change our culture and to remove glass ceilings and to promote women are something they're just not interested in, because for 40 years we've been doing it and not doing it very well. And one of the glorious things about EBBF is we're a learning organisation. And when you are constantly involved in learning, you keep reviewing and refreshing what you're doing and asking if it's working. Okay? So we've been doing lots of things that do not work. And so there's a whole generation of young people now who are forming businesses in different ways, who see power as something different. One very small example. A group of people got together in Estonia. This is a startup I've been supporting as a consultant. And they created a product, an app. And I asked them what their company structure was. And their response was, if it sells, we'll form a company. If it doesn't, we'll do something else. So they didn't even have a society. They didn't have a bank account, nothing. They launched a product. They're now a huge player in the Indonesian telecoms market. Right? So they just do things differently, and they do things differently organizationally as well. So we, who work in the corporate world and who are concerned with the affairs of society now and hold positions of power, all of us in this room, are labouring away trying to fix something which this other generation sees as unfixable. And at some point, these two things will collide. And at that point, I think we will suddenly discover that we've been doing a lot of things unnecessarily. And when we stop struggling in the system and start to think about working on the system instead, I think we will unleash a period of creativity that we've not seen perhaps since the Industrial Revolution. And I think women will be the driving force behind that, because they'll be able to do so. And when we start that work, we'll see massive progress. And that progress will mean that our sons and daughters will behave differently with their children, that our schools will change, that will bring up a generation of boys who don't think it's all right to be sexist. Right? They'll just shift their behavior. We'll bring up a generation for whom gender fluidity or transsexual bathrooms are non-events. I mean, why are we talking about these nonsenses when the whole generation has already passed that stuff and gone past it? So I think the first thing we'll see is a revolution in work, and then we'll see a social revolution in our families and the countries that will lead that. Because I mentioned some research earlier. It's interesting that young people are seeking meaningful work and they're seeking life-work balance. And this was a survey of about 170,000 people globally.
And there are only two exceptions. One was the United States, where they still want money and power. That's what young people in universities want there. And the other, sadly, was Great Britain. And the British, well, we know what they're doing. They're floating themselves off as a small island away from Europe. But the rest of the world, young people are actually concerned about these other things. And so we'll see this revolution. It will start in Latin American countries and African countries and in Asian countries, and Europe will catch up. We're a bit stuck with our old power structures. And then the United States will be largely isolated. That's my hunch, right? Don't have real data to support this idea, but it sounds nice. So I think we'll see a revolution in work, and interestingly, I think the other thing, I know I'm jumping about, this is a fault I have, when we see what's happening with fintechs, the financial companies that are being so disruptive now, they are going to play a big part in disrupting the banking system, and money and power are so associated that I think that will have a big change too. So we'll start with work, then young people will change their social behaviours, which will change their family life, and then we'll see social change. That's my hunch. And we will watch in amazement and be thrilled. I mean, I'm looking forward to being thrilled by my grandchildren. We will be thrilled by the progress that they make. It'd be fantastic. I hope so. That will be, anyway, the next panel this afternoon about the millennials, and we are going to give them and ask them how they feel about taking power in this society. So thank you very much, Ralph.